Bonsoir, bienvenue dans RS. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Nous sommes ici pour débriefer toute l'actu des sports mécaniques et vous êtes au bon endroit pour ça. Désolé du petit retard, c'est toujours la faute de Rémi Tissier. Non, c'est pas vrai, mais j'aime bien mettre la faute sur lui. Ça fait toujours une petite bonne ambiance avant de C'est pas démarrer. grave, j'ai les épaules larges, tu peux y aller. C'est bien, tu nous as ramené toutes tes docus, Je t'ai ramené surtout Loïc Ah, Arbel. mais voilà! Quelle belle transition, Loïc Arbel. Un plaisir de t'avoir avec nous. Tu es pilote en ce moment pour un Super Sport 600 chez Flembo. Tu as gagné en 2023 les 24 en catégorie Super Stock, excusez du peu, et champion de France Superbike Challenger en 2024. Merci d'être avec nous ce soir, c'est trop cool. Merci à vous. Bon, en tout cas, tu es blessé en ce moment. Tu nous raconteras ça s'est passé à Seine. Mais franchement, tu roules avec une MV, tu roules fort. Grand espoir de la moto. Ça fait pas trop de pression avec les team managers pour ça? Non. Pour le moment, je suis blessé, donc la pression, elle n'est pas trop là. Je suis plus concentré sur la rééducation. Mais Tu sais quand tu vas pouvoir revenir? l'objectif, c'est de revenir pour la manche française à Magny-Cours en septembre. Ah oui, Donc voilà, forcément. C'est une motivation. Il est en Donc, béquille et Manicourt, j'y cours. Ah voilà, bienvenue sur Rire et Chanson. Bon, en tout cas, merci Loïc d'être avec nous ce soir. Merci à vous de C'est vrai que m'avoir Manicourt, ça fait un beau rendez-vous à suivre. On espère que tu y seras. De l'autre côté du ring, nous n'avons pas Anthony Drouvet. Et là, ça fait plaisir parce que la dernière fois, tu me remplaçais quand j'avais le chikungunya. Ben oui, oui. Le vaccin, hein, je vous rassure tout de suite. Oui. Alexandre Caldi, trop cool de t'avoir avec nous ce soir. Bah trop bien, très heureux d'être là. En plus on va parler Formule 1, Ah bah moto voilà. et tout, ça va être très bien. Je t'ai mis à côté de ton mentor, Ah ouais. Jean-Louis Moncet. On va vous laisser les clés du studio et vous allez faire l'émission tout seul. Hein. Bonsoir, messieurs. Ça va, Jean-Louis? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, bien sûr, Bon. mais bon, tu n'étais pas là non plus, tu étais parti loin. Oui, Bon, alors, toujours. Mais c'était pour le bien du doublage. N'y voit D'accord, aucune très vacance personnelle, hein, Bon, Jean-Louis. très bien, Soyons très bien. clairs. Les amis, nous allons partir du côté de la Formule 1. Beaucoup de choses à dire avec ce GP d'Imola. C'est parti pour live. Nous allons commencer cette page Formule 1 avec l'actualité de ce Grand Prix d'Imola. Jean-Louis, on voulait parler, avant de parler des résultats, des nouveaux pneus qui sont arrivés à Imola, le C6. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que sont les pneus en Formule 1 et pourquoi avoir amené un nouveau pneu encore plus tendre? mais ça, c'est Pirelli qui veut toujours essayer de passer pour les magiciens qu'ils ont été autrefois et qu'ils ne sont peut-être plus maintenant. Mais en tout cas, ce C6, qui est donc plus tendre encore que le C5, il est apparu cette année, pour la première fois à Imola, et je me souviens très bien que j'ai interviewé Mario Isola à Rétromobile cette année, et je lui ai dit, mais pourquoi tu mets un pneu encore plus tendre? Tu reviens au pneu de qualification. Non, tu verras, pour la course, même en qualification, ça n'a pas marché. Je veux dire, il y a deux machines qui ont bien marché, la Red Bull et la McLaren. Le reste, tout est braillé. Et d'ailleurs, de ce fait, de temps en temps, comme tu le sais, le pneu le plus tendre, on en garde quelques-uns pour la course. Et là, c'était même pas possible. D'où des problèmes des pilotes qui se sont retrouvés sans pneus à la fin des courses parce qu'ils avaient utilisé les médiums et les hards et que c'était fini. Il n'y en avait plus. Ne t'arrête pas, il n'y a plus de pneus pour toi. Voilà, c'était ça les paroles. Et donc, je pense que c'est très ennuyeux ça, et que comme en plus on va vers l'été, on peut se demander si on va le revoir ce pneu. Moi, je ne le crois pas. C'était ma question, j'allais te poser, Alexandre. Toi, tu pars justement demain à Monaco pour travailler là-bas sur le Grand Prix. Est-ce que ce pneu, il aura un intérêt sur un circuit ultra technique comme on le connaît de Monaco? Ah oui, clairement, parce que là à Monaco, la dégradation pneumatique, elle est inexistante. Hein. C'est une piste qui est spéciale et qui surtout ne dégrade absolument pas les pneumatiques. En fait, le pneu C6, c'est d'ailleurs... Au-delà de tout ça, par rapport à Pirelli, c'est aussi une volonté du monde de la Formule 1. C'est le monde de la Formule 1 qui voulait justement, qui a commandé ce pneu C6 justement à Pirelli. Pirelli, ils ont un cahier des charges, ils doivent faire avec. Et en fait, pour le Grand Prix de Imola, à Imola, on est historiquement, par cette dégradation qui est moindre, on est sur une stratégie à un arrêt. On voulait un petit peu chambouler tout ça. C'était le plan. Et c'était le plan, sauf que le pneumatique, pour prendre un exemple, le pneu médium qui est là, en jaune, ce pneu médium, en fait, il tenait une vingtaine de tours, voire même plus, 25, 30 tours quasiment. Le pneu C6, donc ce nouveau pneumatique, rouge, donc pour ce Grand Prix d'Imola, à Imola, il tenait même pas 7 tours en course. Ah oui.
Donc c'était drastiquement plus Ouais, tendre. pas- Donc là où était ouais. l'erreur, par contre, à Monaco, où là il y aura 2 arrêts au stand obligatoires, spécialement pour Ça, on peut jouer. Ça on peut jouer, ça on peut, pour le Grand Prix Monaco, c'est obligatoire et ça va être intéressant ce pneu C6. Et le pneu il tiendra nettement plus longtemps, même si je pense que ça va pas durer plus de 25 tours, je pense. C'est un choix difficile. Hein. Ouais. Ce pneu C6, c'est très très compliqué. Il peut aider les petites équipes, ce pneu ultra tendre. Ah non, non, il c'est faut le vraiment contraire. des équipes Ouais. justement de pointe qui ont je veux dire, de l'aéro, des châssis. McLaren, On va le voir par exemple. d'ailleurs pour ça. Le reste, c'est impossible. Même Mercedes ne l'a pas utilisé pour les qualifications. Juste après, pour passer en Q3, ils ont pris le médium. Donc, Ah oui, d'accord. Aston Martin ont fait leur masterclass en Q2 et pour passer en Q2 et pour passer en Q3 en passant les médiums en séance de qualification. De Donc qualif. ça montre clairement que le médium avait une valeur sûre d'une certaine manière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il peut tenir sur l'entièreté du tour. Il se dégrade pas en fait en fin de 3e secteur. On n'est pas obligé de sacrifier un tour rapide justement sur un secteur dans son tour rapide. D'accord. Là, en fait, le C5, du coup, le pneu médium, pouvait tenir sur l'ensemble du tour, même s'il était moins performant, par exemple, dans le secteur 1. On le voit. Donc ça nous rassure, Loïc, sachant que Pirelli, et ce que je viens d'entendre, Ouais. va arriver comme unique manufacturier en MotoGP dans 1 an et demi. Mais justement, j'allais te poser la question, Loïc, est-ce que, là, on voyait, c'était une commande des différents teams. Est-ce que vous, en Supersport, ou même sur l'endurance, des courses comme les 24 heures, les retours que vous faites aux manufacturiers sont écoutés et changent vraiment en fonction de ce que vous dites? Ouais, forcément. Alors, ils servent de ces différents championnats pour faire du développement. Après, la différence qu'il y a, par exemple, entre l'endurance ou les championnats nationaux et le championnat du monde Superbike, c'est qu'en championnat du monde Superbike, c'est un manufacturier unique, c'est Pirelli. Donc, nous, on a notre allocation avec nos étiquettes début de week-end et on est obligé d'utiliser les pneus qui nous amènent. Contrairement, je pense, à la Formule 1 où c'est une allocation peut-être sur toute l'année. Nous, ça change vraiment de course en course, suivant les asphaltes. Je suis pas super... je suis pas un grand expert de la Formule 1. C'est une allocation précise, en fait, Voilà. sur chaque week-end de Grand Prix, on doit prendre tant de jeux de pneumatiques et il faut choisir entre les hard, medium et c'est 3 Grands Prix à l'avance. Ok. Je précise que tant MotoGP qu'à l'époque, au Mondial Superbike, c'était pas du tout monomarque et qu'il y avait plusieurs Eh oui. concurrents. Il y avait Michelin, il y avait Dunlop, il y avait Bridgestone. Voilà. Ouais. Maintenant, Bien sûr, bien ça sûr, sera fini, bien hein, sûr. je crois. Voilà. Ouais, c'est clair. En tout cas, on va revenir sur ce Grand Prix d'Imola avec les McLaren meilleurs, mais Max Verstappen, vainqueur, invaincu sur ce GP depuis 2021, je crois. Alors Max, on peut même pas lui laisser le bout de l'ongle. Si il le prend. Non mais ce le départ, prend, il prend le bras. mais il lui a fait un bloc pass, il s'est cru en supercross, hein, Max, hein, c'est incroyable. Non, hein. non, pas du tout. La petite erreur, toute petite, mais elle coûte beaucoup, c'est elle de Piastri qui a freiné un poil trop tôt. Et d'ailleurs, derrière, Russell, il y a Russell qui lui dit mais qu'est-ce qu'il qu'il faut fait Ouais, exactement. Et, voilà, et donc, parce que Russell, il disait bon, je suis bien dans l'axe derrière Piastri, je vais en profiter. Bon, et ça n'a pas marché. Et Max, je répète, on lui laisse le bout de l'ongle, il prend le bras. Et il a contourné. Il l'a fait d'une façon absolument formidable. Et quand un garçon comme Max est devant, ça pour aller déloger, surtout sur un circuit comme Imola, ce n'est pas simple. Je rappelle pour mémoire le Grand Prix du Japon à Suzuka. Ça a été la même chose. Il est parti devant et on ne l'a plus revu. Mais c'est comme ça que ça se passe. Et c'est, je trouve, pour moi, le pilote le plus, enfin en ce moment le plus grand, ça c'est sûr. Et c'est l'un des plus grands. Il va aller vers les sommets s'il continue à vouloir rester en Formule 1, Ouais. ce qui n'est pas sûr. C'est ouais, Parce que exactement. lui, il fait un peu ce qu'il veut. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc ce dont on parlait la semaine dernière avec Anthony, ça aussi, toi, tu y crois, ce Max qui pourrait se délaisser de la Formule 1 Maintenant, il peut partir, il peut nous faire l'Oda au Grand Prix du Canada, j'arrête. Hop, et puis il va à l'aéroport, et c'était fini. Et il est revenu après, l'Oda. Mais là, en l'occurrence, oui, il peut faire ça. Il ne faut pas qu'il ait quelqu'un en travers de sa route. Voilà, ça, et il dit, ben, je m'en vais. Si quelqu'un lui donne un ordre de travers, il s'en va. Je l'ai toujours connu comme ça. Mais ça, ce Max Verstappen que vous connaissez tous comme ça, c'est pas son père, hein, c'est sa maman. Ah, C'est d'accord. Sophie Kumpen, qui a toujours été une fille extrêmement décidée. Quand elle roulait en championnat d'Europe de karting avec que des lascars autour d'elle, il ne fallait pas la taquiner de trop près. Sophie, non, Sophie. Et en plus, elle nous donnait des détails extrêmement intéressants. Et lui, malgré la ressemblance blonde avec son père, c'est sa mère. Voilà, Exactement. Max, il va nous m'aider. Et je vais même rajouter quelque chose. Oui. Ça montre la différence avec son équipier Tsunoda sur la même voiture. Tsunoda, le vendredi matin, je peux te montrer mes notes, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a conduire comme ça, Tsunoda il allait nulle part.
Je me dis, mais il donnait des coups de volant, ça, à l'époque. J'ai pas compris comment il s'est sorti d'ailleurs. Ça, si, ouais. bah, si, J'ai pas vu. sur le vibreur. Ah, là, c'est c'était- des Ah, c'est le équilibres. vibreur. Oui, ils avaient équilibre. Mais enfin, de toute façon, il ne savait pas où il mettait ses roues. Alors, on a un vibreur, là, on le voit, il n'a pas bougé, notre ami Max, il est resté impeccable. Ouais. Donc, Tsunoda, il était nulle part ailleurs. Ouais. Donc, comme quoi, de temps en temps, ça c'est très juste, on a des équipes homogènes avec des performances proches. Et puis là, on a une équipe. Ouais. Alors, moi, j'ai tendance à accuser un peu la deuxième voiture chez Red Bull. Mais là, quand même, Tsunoda, il n'était clairement pas à la hauteur. En tout cas, celles qui sont à la hauteur aussi, c'est les McLaren. Elles sont vraiment meilleures. Alors, je reviens à notre émission du début de l'année, Justement. la saison, le podium de Melbourne. Qui c'est ce gros bonhomme qui va chercher la Coupe des constructeurs pour McLaren? Rob Marshall. Rob Marshall, c'est, je l'ai déjà nommé, l'ingénieur géotrouve-tout de McLaren. Il était chez Renault, il a fait la suspension spéciale pour Alonso, championnat du monde 2026. La Renault est championne du monde et Alonso aussi. Pardon, 2006. 2006. Bah, il sera peut-être champion du monde. Aussi, hein, ouais. 2006, avec le Mazda Dumper, une trouvaille. La deuxième solution, j'ai souvent paraphrasé les dialogues entre Adrian Newey chez Red Bull et lui. Je veux que le ponton fasse 37,3 cm de large. On ne peut pas, démerde-toi. Et il l'a trouvé. Et là, McLaren, l'an passé, ils se sont dit, il faut absolument qu'on se débrouille mieux avec les pneus. Et il a eu comme mission, notre ami Rob Marshall, de refaire une coque permettant un châssis vraiment différent et surtout un meilleur refroidissement des pneus. Et le secret, il est là. C'est-à-dire, et comme on va vers l'été, c'est un peu embêtant pour les autres, Oui. mais la voiture préserve mieux ses pneus, elle ne les chauffe pas par rapport une Ferrari ou une Red Bull. Et on l'a vu, je rappelle la pole position de Piastri, il fait la pole position avec 4 voitures à dépasser. Hein. Il y a Oui. tout, vous savez, quand vous dépassez les voitures en pole, vous faites la pole, Surtout sur vous un courez la circuit pole, il y a de toujours une petite réticence quand même. Il y a eu 4, il a fait la pole. Ça, veut c'est dire impressionnant cette image. Moi, j'ai regardé avec mon consultant de Speedway. Parce que t'as intérêt d'être un sacré pilote, parce que tu peux les percuter, là. Ils étaient presque à l'arrêt. complètement. J'avais jamais vu une image comme ça en moto encore, hein, franchement. Et comme dit Irfan, mon ami, mon ingénieur préféré, hein, que vous connaissez tous, j'en parle tout le temps, eh bien, c'est la meilleure interaction châssis-pneu qui est en Formule 1. Ouais. On va parler évidemment de Mercedes avec toi aussi, Jean-Louis. Mais moi, un truc qui m'a fait plaisir, c'est Hadjar. On sent que. Et pourquoi vous rigolez? Vous sentez que je l'aime trop, ce pilote, c'est ça? Non, mais non, il s'en soucie parce que Isaac, ce qu'il produit depuis le début de la saison, avec Antonelli, pour moi, c'est le meilleur rookie de ce début de saison. Même si avec Antonelli, je vais mettre peut-être moins l'accent dessus parce qu'Antonelli, Hadjar, il n'a pas 15 000 heures au volant d'une Formule 1 avant ses débuts en Formule 1. À la différence d'Antonelli, Hadjar, il est arrivé directement dans cette saison. Il a été patient. Même s'il y a eu cette erreur en début de saison en Australie qu'on a presque tous oublié, parce qu'il a produit un effort qui est quand même assez sensationnel en terminant régulièrement dans les points, en étant meilleur que ses deux coéquipiers, que ce soit Tsunoda, mais également ensuite Liam Lawson. Lawson, là, il est nulle part. Hein. La course qu'il produit dimanche, marche pas. Hein. ça marche pas à l'heure actuelle. Je pense qu'il est vraiment touché mentalement. Et en plus de ça, il y a aussi un facteur qui est important aujourd'hui en Formule 1, c'est la connaissance de la voiture dans laquelle on est en train de piloter durant toute une saison. Lawson, il a piloté pendant les essais vernaux, il s'est préparé dans la Red Bull, qui est une voiture qui est totalement différente que la Visa HPRB qu'on a aujourd'hui. Donc pour Lawson, c'est compliqué d'encaisser mentalement tout ce qui s'est passé, et en plus de ça, de s'habituer à une nouvelle monoplace qui n'est pas du tout la même que ce qu'on peut avoir du côté de chez Red Bull. Et Hadjar, lui, il a cet avantage de cette connaissance, il a cet avantage d'être aussi bien entouré du côté de chez Red Bull. Il va certainement prolonger son contrat très prochainement, parce qu'il a un contrat que seulement d'1 an, donc il va prolonger pour l'année prochaine, pour rester du côté de chez Visa HPRB. Maintenant, c'est aussi confirmé au-delà de ça, surtout avec un juge de paix, même de pilotage, qui est le Grand Prix Monaco la semaine prochaine. On va voir. Parce que ça, c'est pas simple quand même d'aller piloter en Formule 1 avec des monstres de 1000 chevaux. Rappelle que Hadjar a remporté une course à Monaco, c'était en Freca. En plus, Absolument. Moi, je l'attends à Monaco. Ouais. Monaco, ce n'est pas un circuit que je qualifierais de vraiment intéressant, mais c'est un juge de paix. Eh oui. C'est un juge de paix. Il y a la ligne blanche et il y a le rail qui est 1 centimètre derrière. Ouais. Et donc, faut le voir pour le comprendre. là, les débordements de piste, ça ne court pas les rues à Monaco. Exactement. Moi, j'ai ce parallèle avec Macao, c'est un circuit qui t'intéresse, qui te fait peur, ou même le TT. Il y a des circuits comme ça où tu dis, OK, mais ça, non. Ouais, franchement, les courses sur route, c'est quand même quelque chose de particulier. J'ai pas mal de potes qui les font. Je m'entends très bien avec Kevin Rousseau, qui est champion du monde de sidecar, qui a fait le Tourist Trophy. Et bon, c'est quand même des courses
Tu risques ta vie. Voilà, c'est sûr que en voiture, c'est déjà dangereux. C'est un juge de paix, il n'y a vraiment pas de marge de manœuvre, mais en moto, c'est encore autre chose, je pense, parce que voilà, quand il y a des chutes à Macao ou au Tourist Trophy, il y a des morts tous les ans, c'est quand même une discipline à part, on va dire, des courses sur circuit, quoi. Donc, Demain, on te propose un guidon top team sur une épreuve comme ça, t'es pas sûr de dire oui. Ouais, honnêtement, ça fait plusieurs blessures que j'enchaîne. Là, je suis en pleine rééducation, je viens de me faire opérer, donc tout de suite maintenant, j'ai pas trop la tête à ce genre de choses. Mais après, je pense que c'est quand même, je sais pas sur les courses automobiles, mais je pense que c'est une vision de la chose différente. Nous, Macao, où j'en ai pas mal parlé avec mes amis qui le font, Kevin. C'est une ambiance particulière, forcément. Et puis, je pense qu'on garde quand même une certaine marge de manœuvre qu'on n'aurait pas peut-être sur un circuit sans les murs. Donc, Est-ce que je peux te dire quelque chose? ouais. Quand tu seras complètement réparé, on va te proposer Macao. Je peux te garantir que tu iras. Déjà, vous parliez du juge de paix, il s'est blessé. Tu seras En comme tous moto, les c'est pilotes. le juge de Comme paix, tous les c'est- pilotes. Le juge de paix, c'est Astel. Mais il a raison, Jean-Louis. Je rappelle que Philippe Monneray avait dit à son grand copain Bruno Bonneville de ne pas aller à Macao et Ouais. il s'est tué là-bas. hein. Oui, C'est ça, Macao, c'est vrai. c'est faux. En moto, et puis au Tourist Trophy, faire du sidecar comme le fait Kevin qu'on a reçu ici au Tourist Trophy, c'est un truc de malade, quoi. C'est C'est clair. D'ailleurs, Kevin, pour sa première participation, si je ne dis pas de bêtises, l'an dernier, ils sont sortis dans la montagne. Il y a un problème technique, ils n'ont pas pu tourner. Et bon, ils ont fait la course quand même, ils font deuxième, mais bon, voilà, c'est... encore, il n'est pas tombé dans la descente. Non, non, Ils sont sortis dans la moto. montagne. Ah ouais. Tu tombes dans la descente, c'est un truc de malade. hein. Ah, bien sûr. Non, mais C'est les clair. pilotes- On trop revient loin, sur là. la Formule 1. Est-ce que Mercedes est la deuxième force du plateau? Est-ce que Pour l'instant, oui, si j'en juge par le classement des constructeurs. Simplement, je pense qu'ils ont... il a parlé très justement, Alex, de Adjar. Les jeunes, c'est un peu différent pour eux. Je pense qu'Isaac, il va réussir à... Comment dirais-je? Pas à exploser, mais tu vois, à devenir un adulte. Parce que sûr. pour l'instant, c'est encore un enfant. Ouais. Je l'ai vu répondre à une interview de mon ami Dupin, avec le chewing-gum, le machin, etc. Oh, ça fait chier et tout, etc. J'ai dit à Dupin, tu peux pas le conseiller un peu? Alors, bon, je vais essayer. Bah oui, évidemment. Attends, il a accepté quand même assez sympa de venir en voiture avec son père qui conduisait pour le tournage. Ouais, Il enfin, n'y a oui, pas mais- beaucoup de pilotes qui font Oui, ça. mais quand t'es jeune, tout ça, tu l'acceptes. Mais il faut justement que ça soit un peu... Ouais. Non, mais Prost était comme ça, ses débuts. Et puis, je l'ai vu évoluer. Et puis, il dînait à Buckingham. Donc... non, ça peut... Non, mais ça arrive. Ça arrive qu'on sorte de son truc. Parce que le contact, les langues, machin, etc., fait qu'il faut qu'il passe par là, Adjar. Mais déjà, il faut qu'il soit le pilote qu'on aime voir en permanence. Et là, pour l'instant, c'est pas mal. Je reviens à Mercedes. Oui. Parce que Mercedes, bon, Russell... il est pas fait- serein, hein? Il fait son job. Mais il fait son... Russell Ouais, Oh, moi, je trouve que c'est pas si mal que ça, quand même. hein. je suis d'accord. Jusqu'à Imola, jusqu'à cette course à Imola, il était cinquième de toutes les Oui, sessions compétitives. Oui. Toutes les sessions compétitives depuis le début de saison, il a toujours été dans le top 5. Là, il y a juste, malheureusement, Imola où il a été pris au piège par les différentes interruptions de course, que ce soit VSC, Oui, que ce soit le parce safety car et la safety car. Mais sinon, dans la globalité, Russell, c'est l'un des hommes forts de ce début de saison, si c'était l'homme fort de ce début de saison, clairement. Il faut en parler. Il faut ne pas oublier qu'Imola, les voitures de sécurité et les voitures de sécurité virtuelles, ça a quand même troublé la course. On ne peut pas tirer du résultat d'Imola des trucs directs. Donc, il faut voir les choses en face. Mais Non, quand Russell, je te dis pense... moi, quand je te dis qu'il est pas serein, Oui. c'est par rapport à sa Antonelli. machine. Non, pas par rapport à Antonelli, mais que ou quand tu es chez McLaren, tu sais, OK, là, j'ai la voiture qu'il faut. Il doit y avoir des doutes chez Mercedes. Et peut-être que ça se reflète après sur la course. Non, moi je pense que ça va aller pour Russell. Moi je l'aime beaucoup. Je pense qu'il a pris beaucoup de leçons de la part d'Hamilton, ce qui n'est pas un mauvais d'accord. professeur. Et je pense qu'il sait se débrouiller, et tout en restant britannique pur et simple. Alors il a Antonelli. Alors Antonelli, moi j'ai rien contre lui. Ce que je voudrais, c'est que sa famille le laisse un peu en paix. Parce Pourquoi? que Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? le père est toujours là, en train des embrassades et des machins. À Miami, il a fait la pole pour la course sprint. Toto Wolff est venu le chercher en disant au père, maintenant, il faut travailler. Monsieur, il faut le prendre. Oui, voilà, il y a la famille. À Miami, à nouveau, il y a le drapeau rouge. Le drapeau rouge, je ne sais pas comment c'est sur les Grands Prix moto, personne ne peut être sur la voie des stands, là où les voitures sont arrêtées, sauf les équipes.
Et lui, il est allé, papa Antonelli, voir comment c'était dans la voiture et tout. Et il y a un gars qui lui a dit, monsieur, vous ne pouvez pas rester là, vous n'avez pas le bon pass. Mais il voulait faire une story, Jean-Louis. Ouais, On va te répondre. Non, il veut faire une story. Tu l'as regardé, le Grand Prix moto. C'était la première fois que la mère de Johann Zarco venait. oui, il était là, et le papa, la première fois que je l'ai vu, il est venu une deuxième fois en 2018. Il venait jamais. Bah oui. Ils ne viennent pas. Non, mais ça, voilà, ils ne viennent pas. C'est ce que je veux dire, c'est que je veux dire à papa Antonelli, t'es gentil, ici c'est la Formule 1, c'est pas un jardin d'enfants. Ouais, c'est tout. Arrête de l'embrasser en permanence, parce qu'il se fait les temps. Ça, non, c'est ça. Ouais. Et non, mais l'histoire de Toto Wolff, ça m'a fait rire, parce que Toto, il est souriait, mais enfin, il souriait sérieux. Et quand l'histoire du drapeau rouge et de la voie des stands, à Miami toujours, si un officiel le voit, ça peut aller loin. Donc c'est un mécano de Mercedes qui le prend, il fait re-rentrer dans le... Et donc, on ne peut pas faire ça. Voilà, c'est tout. Donc, je répète, ce n'est pas le jardin d'enfants. Exactement, nous allons parler des choses qui fâchent, et pourtant c'est mon équipe préférée. Hein. Les Rouges, la Scuderia Ferrari, ils étaient à la maison, ça n'a pas marché en qualification, et en course, malheureusement, les derniers tours, c'est pas ce que voulait Leclerc. Enfin bref, comment vous l'avez vu, ce Grand Prix ? Alors, il y a une chose qui est très nette, c'est que les qualifs, ça ne va pas du tout. Pourquoi ça se répète tout le temps ? Parce qu'il y a quelque chose sur la voiture qui fait que peut-être elle encaisse mal le plus de performance qu'on demande au moment des qualifs. Peut-être ça. Peut-être qu'il y a une mauvaise utilisation des pneus pour les qualifs également, puisqu'en course, quand même, à chaque fois, ils essayent de remonter. Parce que si on le met sur une bonne place sur la grille de départ, les deux, y compris Hamilton notamment, ils peuvent faire quelque chose, ils sont pas loin du podium. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, mon avis, c'est que il faut, autour de Fred Vasseur, mais peut-être que Fred monopolise trop la direction, comme tous les grands patrons, il faudrait des gens qui aident un peu à la situation. Exemple, à Miami, au départ, tour de formation du sprint, tour de mise en place de la grille du sprint, il tombe des hallebardes. On a vu tous les pilotes partir en pneus full wet, complètement cuits. Charles Leclerc part en intermédiaire, naturellement. Premier virage, il ne peut même pas tourner dans la courbe. Hop, il est dehors, il ne participe même pas au sprint. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, mais attendez, vous le faites partir avec ça ? C'est pas Fred, il est peut-être... Et qu'est-ce qui se passe ? Fred Vasseur est un génie, je sais pas. Il faudrait qu'il ait autour de lui des gens, deux, trois personnes... Déjà. Pardon ? Des gens compétents. Oui, deux, trois personnes autour qui disent, attention, il y a ça. Là, Mercedes, ils abordent, avec l'histoire des pneus dont on a parlé tout à l'heure avec Alexandre, ils abordent les qualifs en disant, mais non, mais pour passer en Q3, on va mettre des médiums. Quelqu'un aurait pu dire chez Ferrari, on met des médiums. Non, ils se sont entêtés avec les rouges, les super soft, et ça n'a pas marché. Quelqu'un aurait pu dire, tiens, Mercedes, c'est pas un groupe d'imbéciles, ils mettent des médiums pour être sûr de pouvoir passer en Q3. Voilà, ils ne le font pas. Alors je trouve que ça, d'une façon ou d'une autre, c'est pénalisant. Il ne va pas être lassé, Charles, à force Charles, ça fait un moment. Charles, Charles, il a... Non, oui, je comprends ta question, pardon. Mais c'est l'écurie selon son cœur. Et ça joue beaucoup. Ceci posé, mon raisonnement est qu'on doit aller chez Ferrari quand on a de la bouteille comme Hamilton, et pas quand on est quasiment débutant. Parce que Ferrari, c'est une équipe qui fatigue les pilotes plus que les autres. Mais il a montré sa valeur, Charles, et aujourd'hui... Complètement, mais c'est une équipe difficile, Ferrari. Mais je crois qu'il y restera parce que ça va remarcher. Il ne faut pas se faire de soucis non plus. Ça va remarcher. Charles attend. Elle est fine. Elle est nouvelle en plus. Mais surtout l'une des problématiques de cette voiture qui est la SC25, c'est qu'à la différence déjà d'une de l'année dernière, ils ont changé 99% de la voiture, de ce qu'ils déclarent du moins du côté de la Scuderia. Oui, c'est vrai. Ce qui est un énorme problème. Et puis surtout, il y a eu quelques petites révélations par rapport à comment cette voiture a été conçue. En fait, il faut se souvenir que l'année dernière, au moment où cette voiture était en finalisation, dans les moments importants de la conception, il y avait un directeur technique qui était là, qui était Enrico Cardile. Sauf que Enrico Cardile, il a décidé de dire « Bon, maintenant, je vais chez Aston Martin ». Et derrière, il n'y avait plus de directeur technique, puisqu'il avait parti en période de jardinage. Donc c'est comme si on avait un meuble Ikea, et qu'on avait un plan, et qu'on était au milieu, dans le moment important du montage de ce meuble-là, et tout d'un coup, on enlève le plan. Voilà. Et ben, c'est un peu ce qui s'est passé avec la SC25, c'est qu'on est parti dans des moments de conception extrêmement importants, sans directeur technique. Celui qui a pris le relais, c'était Frédéric Vasseur. Frédéric Vasseur n'est pas directeur technique de base. Non, c'est un patron d'équipe. C'est un patron d'équipe. À la différence même d'il y a quelques années, quand il y avait Mattia Binotto endossait les deux rôles, celui de patron d'écurie et de directeur technique. Ce qui était meilleur directeur technique que patron d'écurie. Ça s'est vérifié par la suite. Il en a été viré.
Et sauf que du coup, pour cet essai 25, on est parti sur de la conception qui est quand même quelque peu difficile. Et on en arrive à cette situation où la voiture n'est pas comprise, on n'arrive pas à débloquer le potentiel. Ferrari estime qu'il y a du potentiel cette voiture, mais ils ne peuvent pas le débloquer, ils ne savent pas comment. Et on est perdu en fait finalement. Et en séance de qualification, on ne sait pas comment l'envoyer pour aller faire des tours rapides. Et en plus de ça, on se perd même dans des stratégies de séance de qualification, ce qui est quand même assez invraisemblable. Et donc, est-ce que cette année serait complètement ratée à cause de ça, qu'il n'y a plus rien à en tirer? Non, ils peuvent changer. Ouais. Ça peut changer, mais il faut qu'ils ça prend du temps, surtout. Trouvent la performance pure qui leur manque. En course, il leur en manque un peu par rapport à Red Bull, et surtout par rapport à McLaren, mais il faut qu'en qualif, ils trouvent quelque chose. Ah ouais. Je comprends là, ils se compromettent en fait le samedi, qu'on part 11e et 12e à Imola. C'est presque un miracle que Charles Leclerc ait joué le podium avec cet arrêt au stand, qui est une prise de risque. Et Hamilton qui a fait une très belle course. Très belle course d'Hamilton. Aussi, voilà. Mais surtout, moi, c'est une course exceptionnelle. Il part 12e, il finit 4e, les gars. C'est incroyable, mais surtout que c'est dans le moment le plus dur que Hamilton dit qu'il ressent enfin des bonnes choses par rapport à cette voiture. Voilà. Alors que hier, le samedi, c'était un total désastre. Ils étaient perdus. Loïc, est-ce que cette comparaison, comme on vient d'en parler pour Ferrari, un directeur technique, un patron d'écurie, est-ce que tu as les mêmes relations avec ton team manager, ou est-ce que le pilote en moto a le fin mot sur comment il sent sa bécane, les réglages? Comment on gère la conception d'une moto en début de saison? Alors là, je suis en train de le vivre cette année en arrivant au Mondial Supersport, parce que c'est, on va dire, une nouvelle équipe qui était dans la catégorie inférieure, avec une nouvelle moto. Moi, j'arrive dans ce nouveau championnat où je ne connais pas tous les circuits, et du coup, on découvre tout depuis le début de saison. Donc, cette gestion un peu de faire évoluer la moto, elle est primordiale, et elle est au centre de tout ce qu'on fait depuis le début de l'année. Et voilà, il y a un ingénieur, vraiment un chef technique qui est là pour guider un peu la direction. Et nous, en tout cas, dans la structure dans le team Flembo, où je roule actuellement, le patron d'équipe, on va dire, il supervise, mais c'est pas lui qui est impliqué dans tout ce qui est développement de la moto. Donc, Et c'est vrai ce que tu m'as dit, que Piotr, qui va rouler normalement, c'est l'info de la journée, nous a dit ton patron tout à l'heure, Laurent Engel, c'est vrai que c'est bien parce qu'il faut des pilotes grands pour la MV Agusta, c'est ce que ton ressenti? Alors Laurent, pourquoi? Pour le coup, le patron de l'équipe chez Flembo, lui, son rôle, on va dire plutôt, il essaie de tout superviser et il échange pas mal avec le team officiel, donc avec les autres équipes, sachant qu'il y a plusieurs MV Agusta, pour essayer de tirer le plus d'infos pour les pièces, pour les directions à prendre, etc. Et du coup, depuis le début, eux nous ont conseillé de rouler avec des pilotes grands et pas forcément trop légers. Donc c'était aussi pour cette moi, raison. donc comment? C'est pour moi, ce poste. Voilà, faut y aller directement. Donc c'était aussi pour cette raison qu'il avait pris la décision initiale de me remplacer par Piotr, qui a plutôt mon gabarit, qui est quelqu'un d'assez grand et assez lourd. Et là, il est arrivé un truc incroyable. Ouais, du coup, il n'a pas pu rouler. Cremona, il est Exactement. contrôle antidopage. Alors, il n'a pas fait le contrôle antidopage, mais il prend un traitement. Il a roulé en championnat d'Europe Moto 2 les années passées. Cette année, il n'avait pas de guidon et il prenait un traitement. Alors, je ne sais pas exactement pour quelle raison, mais a priori, ce n'était pas dans un but de dopage qui n'était pas autorisé et le temps de sevrage n'était pas suffisant. Donc le jeudi, au centre médical, ils ont décidé de ne pas lui donner l'accord pour rouler le week-end. Donc ils se sont retrouvés sans pilote le jeudi matin. Ça a bouleversé un peu tous les plans. Du coup, Laurent a fait rouler les 2 dernières courses. Ils ont appelé un Français, Andy Verdoya, qui du coup m'a remplacé pour la course de Cremona et pour Most last week-end. Ça doit être dur pour toi de devoir laisser ta place par blessure comme ça. C'est un crève-cœur. C'est ton métier comme ça, c'est fou, quoi. Ah, c'est jamais simple, hein. La blessure, c'est jamais beaucoup de positif, mais bon, faut le voir. C'est pour ça qu'on l'a invité et que la dernière fois qu'il s'est blessé, je lui ai appris à commenter. Les premières fois, il est venu à Eurosport commenter le Super Sport pour l'occuper, comme ça, il a pas... À chaque fois que je vois Rémi, c'est jamais trop bon signe. C'est après. Arrête, c'est après. Non, tu sais, c'est ce qu'on se dit tous les lundis après-midi avant d'arriver à l'émission. J'ai une question. Tu es très jeune. Est-ce que tes équipiers et toi, vous vous rendez compte de ce que c'était que MV Agusta quand vous n'étiez pas né? Je pense qu'on a un peu de mal à se rendre compte. Moi, j'aime bien l'histoire de la moto. Je suis passionné de moto à la base. J'aime beaucoup rouler dans toutes les disciplines. Et c'est sûr que MV Agusta, il y a 30 ou 40 ans... dans les années 50, plus. Dans les années 50, même plus que ça, maintenant, c'est
C'était. La légende. C'était, parce que c'est maintenant, c'est ce sûr, que tu mais- vois maintenant avec Ducati, par exemple, parce que c'est une moto italienne. Bien C'est sûr. pour ça que j'en parle, si tu veux. C'était ça. Je voulais savoir si... Parce que ça, c'est une légende. Ah, c'est Eh ben, certain. Augusta, je t'ai vu tout à l'heure, je dis, oh ça, Ah, c'est Le logo est beau. Moi, j'étais gosse, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'était les plus belles motos du monde. Rouge, magnifique, les réservoirs avec les panses en bas et tout, c'était des trucs formidables. C'est magnifique. Hein. MV, à l'époque Ah. de la F4, j'avais acheté une brutale, mais je passais mon temps à la regarder. Tout était beau. C'est le maître cylindre, tout ouais. est beau. C'est Même incroyable. encore maintenant. hein, Je voulais alors juste c'est- savoir ça, voilà. Non, je me rends compte. Après, même encore maintenant, c'est sûr que c'est peut-être pas l'aura de l'époque, mais toutes les motos, honnêtement, moi je les trouve toutes vraiment très belles. Quoi. Oui, c'est vrai. Ça vrai. reste, ça reste Ouais, des belles motos. C'est classe. Bon. C'est classe. On retourne sur la Formule 1. On enchaîne dernier avec mot. Alpine. Oui, Dernier catastrophe totale Bah, devant zéro. le grand patron. 0 point. Non, mais ce qui me tue, il est venu le grand patron, puis il est parti. Le grand patron, Luca De Meo, 5 tours avant la fin. Il n'y avait pas de point possible. Bon, il est parti. Mais ce que je veux dire, c'est. Donc Comment... attends, il a même pas regardé la fin du Grand Prix. Il a dit je m'en vais. Non, il est parti. On m'a dit qu'il était parti 5 tours avant la fin. C'est incroyable. Je peux pas Et Briatore, il vérifier. n'est toujours pas parti, lui. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas compris ça. Alors, oui, mais Briatore, il a le droit de revenir. Oui, il a le droit de revenir. On en a même parlé ici. Ouais. Mais pas dans une position avec un truc officiel FIA. Et donc, il fallait bien quelque chose. L'histoire avec Hawk, ça, c'est pas très grave. Ils se sont engueulés sur Dohan. Bon, OK. Il s'en va. Oui, il se fait foutre à la porte, c'est pas grave. Mais là, on met Dave Greenwood. Alors, Greenwood, il va s'en souvenir, c'était l'ingénieur de piste de Raikkonen chez Ferrari. Lui qui est un fan de la Scuderia. Donc il est là, c'est lui qui a les qualités pour être figuré sur la liste officielle des équipes de Formule 1, car quand tu es patron d'équipe, il y a toutes des enquêtes sur toi, etc. etc. C'est très sérieux. Et Briatore ne peut pas. Et là, tout d'un coup, on dit à De Meo, ben non, il ne peut pas. Non, mais De Meo, que font ces DRH là? Ils peuvent m'expliquer ce qui apparaît derrière un bureau, ce qu'ils fabriquent, après avoir cassé la gueule à l'équipe Renault Sport C'est complètement. ça. Ouais. Badaboum, 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 ça ne fait que descendre. Parce qu'ils se sont dit, ok, c'est le moteur, on passe maintenant avec Mercedes, mais comment ils peuvent remonter la pente, Alexandre? Non, mais c'est- Remonter la pente, c'est compliqué. Alors l'objectif maintenant Je crois d'Alpine, pas. c'est de devenir vraiment une écurie qui coûte le moins cher possible au groupe Renault et dans le même temps de pouvoir performer. Le moteur Mercedes sera une bonne chose l'année prochaine. une Ça, qualité, oui. C'est une grande qualité Oui, l'année mais- prochaine, ça c'est sûr. Après maintenant sur la question châssis à Enstone, il y a une remodulation interne qui est absolument énorme. Toutes les personnes par exemple que je connaissais quasiment du coup, qui travaillaient chez Enstone ont été virés ou ont eu un plan de Voilà. licenciement et ainsi de suite. Voilà, Et que voilà. aujourd'hui, c'est plus une écurie française, clairement, et mais juste une licence. Remonter la pente, ça dépend parce que, ok, il y a Pierre Gasly, encore faudrait-il que Pierre Gasly reste chez Alpine, parce qu'on a vu ces derniers jours, non pas la rumeur, mais quasiment une information comme quoi Sergio Pérez est en discussion avec Alpine pour arriver du côté de chez Alpine, et je pense pas que ce soit Franco Colapinto qui va partir, vu qu'il rapporte également pour beaucoup d'argent. Donc Alpine a besoin d'argent, parce qu'ils ont besoin de se restructurer. Et pour se restructurer, derrière, tu peux avoir des grands noms, des grandes têtes pensantes du paddock Formule 1, comme on peut le voir du côté de chez Aston Martin, ou également du côté de chez Red Bull, Mercedes, parmi les top teams. Donc, il y a une stratégie qui est là, qui est certes dure à encaisser quand on est français, on va dire ça ainsi. Mais, et même pour Pierre Gasly, tout simplement, moi j'ai peur pour Pierre Gasly pour les prochains Parce pour que Pérez, les il prochaines amène de semaines. l'argent, les sponsors, le mec. Bah, c'est- à titre d'exemple, toujours la Pérez, même chose. l'année dernière, du côté de chez Red Bull, il a porté environ 50 millions de dollars à l'année. En plus de ça, Sergio Pérez était par les sponsors. En plus de ça, Sergio Pérez, il rapportait également par les produits dérivés Les dérivés, c'est ça. Ouais, c'est ça. énormément d'argent. Ils vendaient nettement plus que Max Verstappen, Bien qui est sûr. quand même le quadruple champion du monde en titre aujourd'hui. Donc Sergio Pérez, c'est par ses sponsors qui sont extrêmement importants, et notamment par rapport à la visibilité même de la Formule 1 elle-même, du point de vue en Amérique centrale, en Amérique du Nord également, et bien sûr en Amérique du Sud, avec la question latine. Pour toutes ces raisons-là, Sergio Pérez peut être très important pour Alpine, mais surtout très important pour la Formule 1. La Formule 1, ils attendent qu'une chose, c'est que Sergio Pérez y revienne. Et Sergio Pérez va revenir de toute façon l'année prochaine, soit chez Cadillac, soit chez Alpine. Et en plus de ça, il faut se souvenir que le Grand Prix du Mexique, qui était en danger, a tout... Bizarrement, il a prolongé son contrat oui, pendant bien très sûr. longtemps. Donc Ça, c'est tout montre que Sergio Pérez va revenir l'année vrai. prochaine, ou je ne sais pas, mais j'ai peur pour Pierre Gasly du côté de chez Alpine en tout cas. c'est ça que je vois en priorité, c'est le renouvellement du Grand Prix du Mexique avec un contrat longue durée. Ouais. Et ça, c'est pas si mal que ça. Nous, en attendant, on n'aura plus d'Alpine Renault, on mais aura c'est une ça. Alpine Mercedes. De toute façon, Ce qui est chic, Alpine comme- Renault, avec Ocon et Gasly, et puis un moteur Renault, ça avait du sens. Là, ça ne veut plus rien dire. Ce qui est chic pour l'image de marque, car je rappelle qu'un grand constructeur, s'il fait de la Formule 1,
c'est pour l'image de marque, c'est pour rien d'autre. Ouais. On est Donc, d'accord. voilà. Pour terminer juste sur Alpine, Colapinto. Ils sont 9e quand même, et il reste une place derrière. Ils peuvent Ouais, encore mais- descendre d'un cran. hein. Colapinto, je comprends pas. Je comprends pas. Alors le choix de le mettre, il y a pas de souci. C'est pas ça que ça je le comprends Mais pas de totalement. cette façon-là. C'est La façon dont c'est c'est fait. dégueulasse, excusez-moi Ouais, du mot, ouais. ce qu'ils ont fait à Douane. Voilà. La façon dont c'est fait, c'est pas correct C'est- du tout. c'est Même pas le Esteban seul à dire Ocon. ça. Esteban Ocon, on connaît surtout le Oui, flegme des pilotes, le sang-froid des pilotes pour pas non plus dire des mots plus hauts que l'autre. Esteban Il a Ocon, dit. micro Canal+, a dit ouais, c'est pas acceptable. On est en train de tuer la carrière d'un pilote. Il l'a dit ouvertement. Ouais. Mais pour ce qui est de Colapinto sur ce Grand Prix en Emilia-Romagna et Imola, je sais pas, j'ai l'impression qu'il pilotait comme si c'était Lewis Hamilton. Oui. Surpilotait, en séance d'essai libre, le mec gênait tout le monde. Il était tout seul sur la piste, il a gêné les Ferrari, il a gêné tout le monde. Et ensuite, en séance de qualification, Et il a... c'est sa première séance de qualification au retour depuis le Grand Prix d'Abu Dhabi, ou qui était sa dernière séance de Ah, qualification. il a fait de la belle Il ouvrage. découvrait la voiture, et je ne sais pas pourquoi, il a voulu beaucoup trop en faire. J'adorais. Et- non, mais- J'adorais. Et derrière, il va Encore. faire son accident. Je me dis, mais pourquoi en fait Lui, Surtout, il a cassé. avant, je suis en live sur les qualifications. Avant les qualifications, je dis, vous allez voir, il va faire une connerie. Il va faire une connerie. Il va sortir, Bravo, il va sortir. bravo, bravo. Je dis pas ça que Je l'ai j'ai promis. regardé, du coup, Enzo, il me dit si, il faut Ouais. regarder, tu vas voir. Oh là, je dis là, effectivement, Eh oui, merci de m'avoir fait alors regarder. qu'il a été étincelant sur ses 3 premiers Grands Prix en Formule 1, et c'est vrai, il a été très très bon. La pression était différente parce qu'il ne savait pas si oui ou non il allait être en Formule 1 par la suite. Là maintenant, il y a une pression qui est différente parce qu'il sait qu'il va pouvoir être avec Alpine pendant un certain temps, parce que Flavio Briatore l'a dit, alors qu'il avait un contrat de 5 courses. Oui, enfin, là, Oui. là encore, il y a un loupé Non, mais il y a quelque un part. gap. Bah oui. 5 courses, non, mais non, finalement, on ne va pas le garder. Plus que... On se rend compte que même à l'intérieur de l'équipe, ils n'arrivent pas à faire la com. Enfin, C'est exceptionnel. Surtout que c'est ça la problématique. Donc, je pense que ce qui s'est passé ce week-end pour Colapinto à Imola va être un bon rappel à l'ordre. Et je pense que même surtout Briatore, qui est très ferme dans ses déclarations, Ah oui, en interne, non pas oui. devant pas la les, presse, devant les oui, caméras, pas devant la presse, mais je pense qu'en interne, ça va dire beaucoup de mots. Évidemment. Et, Jean-Louis, et attention à Monaco. Ah, Parce que Monaco, notre ami oui. Colapinto- pronostic tous les deux avant que tu t'en ailles, Jean-Louis. À Monaco, je vais quand même mettre Piastri. Piastri Je pense que c'est lui qui est le mieux placé. S'il ne fait pas la bêtise du siècle, qui consiste à toucher le train Ouais. arrière droit le samedi matin, avant les qualifs du Ouais. samedi après-midi. Ok, très bien. Et toi Il casse la voiture. Hamilton. Hamilton. Ah, j'adorerais. Ah, moi aussi. J'adorerais. Moi aussi. Hamilton, Mais- Leclerc, Parce Piastri, que, je signe deux. rapidement, pourquoi Parce que Monaco est une piste qui est tellement spéciale, et je ne pense pas non plus que Ferrari va être autant à la ramasse sur un circuit qui est aussi unique et qui n'est comparable à aucun autre circuit. Et que là, pour le coup, à Monaco, c'est plus la question du pilotage qui en ressort plus. Moi, je serais content. Bah, moi aussi. Ah bah oui. Je te trouve très optimiste, mais je il serais faut content. d'optimisme Je dans serais cette vie. content. Exactement. Je cite jamais, parce que je l'ai toujours dit depuis des années. Adja. Je suis Non, déjà, non. je suis pro Verstappen. Je Oui. suis content maintenant de ce qui se passe. Et je vous ai dit que Piastri prendrait l'ascendant et serait champion du monde avant Norris. Mais là, il a peut-être pour la première fois repris un petit peu le bois de la bête. Norris Je vais va mieux, prendre un ouais. pari fou, je vais dire tiens, Norris. Ah, ce serait pas bête. Ce serait pas bête. Ah, ça dépend beaucoup des qualifications, ça. On va Donc, voir. C'est vrai qu'il y a les du mal qualifs, en ouais. qualification. Donc, Réponse c'est samedi prochain 65%. et débrief avec toi lundi prochain. Oui, absolument. Bon, absolument. on te laisse y aller, mon Jean-Louis. Absolument. Passe merci. une bonne soirée et nous, de notre côté, nous allons partir du côté de la moto. C'est parti. Eh oui, parce qu'on s'est beaucoup attardé sur la Formule 1, mais bon, avec ces deux passionnés, avec Jean-Louis et Alexandre, c'était passionnant. Merci pour tout ça, les gars. On va parler de World Superbike. Ça y est, on est chez toi, après du super sport avec toi, Loïc. C'était sur l'autodrome de Most, en République tchèque. Toprak, roi de Most, mais vaincu par Bolega. Sur la dernière, simplement. Alors, il faut regarder, c'est la 5e année qu'on y va. Il avait, je crois, avant cette année, il avait 9 victoires, il avait que des podiums. Ouais. Il a failli tout gagner. On a pensé qu'il allait tout gagner parce qu'il a gagné la course du samedi, la course sprint. Qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier tour, Loïc ? Ouais, c'était vraiment serré. Il a dominé toute la course quasiment. Et il se fait doubler sur la ligne par Boulega. Mais sur la ligne, sur hein, la c'est ligne. 27 millième de L'image est seconde. folle. 27 Franchement, millième. je tombe hier dessus, je me fais, mais c'est quoi cette course de fou? Alors c'est vrai que j'ai pas vu toute la course, pas forcément derrière de tout le déroulé, mais là, juste la fin, c'est incroyable. Alors il a dit qu'il avait eu un problème. Ouais, on a l'impression que la moto coupe. Alors après, avec l'électronique, On parle de maintenant la BMW, là. sur les superbikes, quand ça Ouais. cabre, forcément, il y a de l'électronique et ça réduit la puissance. Mais là, c'est vrai qu'on a l'impression que sur la sortie du dernier virage, il y a vraiment eu une perte de puissance qui a fait qu'il a pu passer avant la ligne parce que sur les tours précédents,
Boulega, même s'il a Ducati, il a l'air de marcher un petit peu mieux, il mettait quand même beaucoup plus de temps à arriver à se mettre à côté. Donc voilà, mais bon, c'était inespéré, mais il est quand même réussi à passer sur la ligne. Donc, Et ça change tout parce que du coup, parce qu'il a eu un high side énorme, Boulega, il aurait pu perdre le titre le vendredi. Et finalement, ça se passe très mal. On se dit, ça, avec Dunnington et Manicourt, normalement, Toprak, il ramasse tout là. Et en fait, il a grappillé quoi? En tout et pour tout, avec un week-end exceptionnel, il a grappillé 3 points simplement sur Boulega, qui en a encore 26 d'avance. Donc du coup, Toprak, deuxième. Bah, au championnat, ouais, deuxième. Hein. Il n'a plus l'habitude d'être deuxième. Il n'était pas content. Hein. Du coup, il a plus fait de stoppie, ça m'embête. Bah, il les a fait les 2 autres courses. Mais là, sur la course gagnée par Boulega, il n'a pas fait de stoppie. Non. Ouais. On avait Petrucci aussi sur le podium tout au long du week-end. Là, chapeau. Hein. Ouais. 3 fois. On a failli d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu ce dernier tour, on a failli avoir 3 fois le même podium les 3 courses. On pourrait l'avoir au général troisième, ça se... Pourquoi pas? Bon. Déjà, on est débarrassé. Le pauvre Yannone s'est blessé, s'est fait mal. Mais pourquoi pas? Hein. C'est un garçon qui a gagné 2 grands prix en MotoGP, qui a gagné une étape du Dakar. Qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs? Et puis l'année dernière, quand il gagne les 3 courses, Cremona justement, tu as vu, toi qui es en rééducation, tu te rappelles l'accident qu'il a eu? Il a pensé qu'il allait mourir, Petrucci. Et 3 mois après, il gagne. C'est incroyable. On le voit encore, il a encore des grandes balafres sur la mâchoire. Il a une grosse blessure, mais là l'an dernier, il a gagné à Cremona et là il fait. Au final, il le dit à chaque part fermée, il n'arrive pas. Les 2 autres sont au-dessus, mais il est tout le temps là. Et puis une fois, ils vont s'accrocher les 2 devant. Ouais, peut-être. Après, là, il a quand même eu de la chance. On parle du classement général, mais il y a Bautista qui se fait accrocher dès le premier virage. Donc, pour lui, c'était top. Il fait 3 podiums dans le week-end. Et là, son rival au championnat, on va dire, Bautista, le pilote officiel, il se fait accrocher directement par Johnny Rie au début de la course. Donc, ça lui permet, il est passé 3e aussi au général. Pour lui, c'était un week-end parfait. Ouais, week-end parfait. En tout cas, on va parler aussi maintenant du super sport et revenir sur les performances françaises avec une pole exceptionnelle de Lucas Mayas. Là, ça a débuté fort parce cool. que déjà, le premier jour, donc on a donc la pole de Lucas Mayas et la 3e place de Valentin Debise. Et ça, il faut savoir une chose, vous le savez peut-être pas, il est le grand copain, et je prenais les infos pour ne pas déranger Lucas. Tu t'entraînes beaucoup, raconte-nous ta proximité avec Lucas Mayas. Ouais, on s'entraîne souvent, ça fait quelques années qu'on roule beaucoup ensemble avec Lucas. Et on fait des séjours souvent chez lui vers Mont-de-Marsan, où on roule un peu dans toutes les disciplines. On fait pas mal d'entraînement physique et moto. Donc dans ce week-end, j'étais vraiment content de le voir enfin. Bon, voilà, c'est beaucoup de travail en amont. Ça fait quand même quelques années, il était champion du monde en 2017. Et puis, j'ai plus en tête exactement, je crois depuis 2019, il n'avait pas fait de pole. Ouais, c'est ça, ouais. Donc là, c'est cool pour lui, après tout ce travail, toutes ces années un petit peu plus compliquées, beaucoup de travail tout l'hiver, et là, enfin, ça paye. Il pouvait jouer la victoire, tu crois, ce week-end? Moi, je pense que la course 2, il y a eu aussi, les pneus qui sont rentrés en ligne de compte parce que tout le monde quasiment a roulé avec le SC0 à la première course, à l'arrière. Donc la location, il y avait SC1 et SC0. C'est quoi la différence pour ceux qui connaissent pas? Comme pour la Formule 1, en fait, on a SC1, c'est la gomme. Souvent, on a ce genre d'allocation. On a soit en Super Sport, on a 2 pneus. Donc on a SC1 ou SC0. Et donc on a SC1 la gomme dure, SC0 médium et SCX c'est la gomme tendre. D'accord. Okay. Et pour le Superbike, ils ont aussi le SCQ, qui est le pneu qualif, mais qui parfois peut faire la course sprint, une dizaine de tours. Ah, donc c'est trop bien, il y a un pneumatique spécialement pour les qualifications, donc course sprint aussi du coup. Mais c'est ça. Après, ça c'est bien ça. Ça c'est ce que je disais tout à l'heure. Suivant les circuits, Pirelli donne pas. Nous, on n'a pas 3 courses à l'avance. Ouais. Suivant les circuits, on apprend souvent le mercredi la location qu'on a pour le week-end. Donc parfois, on n'a pas les mêmes pneus. Mais là, pour le coup, pour la course de Most Super Sport, il y avait SC1 et SC0 à l'arrière. Et normalement, le SC0 est le pneu de course. Mais là, pour le coup, pour le cas de Lucas, il a eu du mal à finir la première course. Il finit sur le podium, il fait 3 de la première course, mais le pneu vraiment usé. Et il a mis le ST1 à la deuxième course. Et beaucoup de pilotes aussi ont mis le ST1 à la deuxième course, notamment Hottel, qui galérait depuis le début de saison. Et ça leur a permis de faire une belle fin de course. Et Lucas, les derniers tours, il remonte sur Honshu. Heureusement qu'il avait pris pas mal d'avance avant, parce que sinon, quelques tours de plus, et il pouvait se battre pour gagner. Donc
Forcément. On n'a pas parlé Voilà. de Valentin Debise, enfin un tout petit peu. Il a été une victime de chute et il a Alors, quand même réussi il a fait une place de 5e. Ouais, mais il a réussi à sauver son week-end quand même. 5e, Bah, c'est quand même non, des par points. rapport aux 2 autres Français, non, il doit être extrêmement déçu parce que quand tu pars en première ligne et quand tout est pour tout, tu rapportes une 5e place et 0, c'est décevant. Bah, c'est sûr que depuis le début de l'année, il se bat plutôt dans le top 5 et pour le podium. Et là, forcément, il y a eu la chute de Cremona. Et puis voilà, le week-end, pour le coup, outre la malchance de se faire percuter en Australie par Massia, voilà, c'est le week-end le plus compliqué pour lui, je pense. Donc, Ouais. donc c'est sûr que c'était cool pour les Français, mais c'est pas pour... Et ouais, c'était cool pour les Français parce que l'autre, en revanche, le 3e, Corentin Perolari, alors là, c'est Honda France qui investit dans ce projet. On les a rencontrés en même temps que toi quand on a fait les interviews à Portimao. Et là, cette fois-ci, il a fait 6 et 8, sauf que la deuxième course notamment. Là, maintenant, chapeau, on l'avait vu, il a fait un assez joli coup à Ménico la dernière, mais là, il se bat avec les meilleurs presque pour le podium. Là, maintenant, il est avec ceux qui vont sur le podium, là, Loïc. Ouais, c'est sûr. Bah, c'est la même chose de leur côté. Hein. Le Team Honda France, c'est une toute nouvelle structure qui a été mise en place suite à la wildcard qu'ils ont fait l'an dernier à Manicourt. Et voilà, Corentin, il a déjà quand même de l'expérience sur le mondial. C'est un bon pilote. Il a fait déjà une ou plusieurs pôles. Je sais qu'il y en a une en Argentine, si je ne dis pas de bêtises. Il a fait une pole en Argentine devant Jules avec, Cluzel qui faisait sacrément griseville. C'est ça, au GMT. Donc, il a quand même un peu d'expérience et c'est un bon pilote, Corentin. Donc, c'est cool que ça se mette en place et qu'il y ait de plus en plus de Français aux avant-postes. Exactement. En tout cas, on va passer sans transition à ton interview. Loïc, je t'ai pas demandé comment était venue ta passion de la moto et à quel âge tu as commencé. Généralement, la bécane, c'est toujours très jeune, 5 ans, sur un Piwi et un QR. Alors, c'est l'un ou l'autre? Moi, j'ai commencé... mes parents étaient motards et passionnés de moto. J'ai commencé avec des petites motos, celle de mon cousin, très jeune, etc. Mais j'ai jamais mis les roses sur une piste avant l'âge de 15-16 ans. Ah ouais. Ouais, j'ai commencé un petit peu tard. Et pourtant, on se dit, quand on commence aussi tard que ça, que c'est déjà plié. Comment tu as réussi à tirer ton épingle du jeu? C'est déjà plié. Non, c'est plié pour le MotoGP en commençant si tard. Ouais, Voilà, mais en super sport, tu peux Mais en parler. ouais, Superbike, tu as Supersport, gagné les 24 en super stock. Enfin, il y a une belle C'est sûr. carrière Après, voilà, il y a pas de. Je pense qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de ligne, il n'y a pas une façon d'y arriver. Notamment là, on voit que ça évolue pas mal ces dernières années. Le mondial Supersport, ça devient aussi une passerelle pour le Moto 2. Moi, je suis vraiment focus sur mon travail actuellement et faire du mieux possible en mondial Supersport. Mais on voit qu'il y a plusieurs pilotes. Là, il y a Huertas qui est passé du Supersport au Moto 2. Il y a Manuel Gonzalez qui là est en tête du championnat du monde Moto 2, qui a roulé aussi en Supersport. Donc, le championnat du monde Superbike est en train d'évoluer, notamment là le Supersport, il y a vraiment un gros niveau avec beaucoup de pilotes. Il y a des pilotes qui reviennent du Moto 2 et d'autres qui y vont. On a vu Massia exploser ce week-end. Mais il y a vraiment un parallèle entre les deux championnats qu'il n'y avait pas auparavant. Et, il n'y en a pas un qui t'a tapé dans l'œil depuis 2 week-ends, là aussi? Un Asiatique? Mahindra, c'est sûr. Il vient de la 300 quand même. Ouais, c'est sûr. Chapeau là. C'est Jules Cluzel qui s'en occupe. C'est Jules chapeau, qui s'en occupe et il progresse vraiment rapidement. Et là, c'est pas mal ce qu'il fait. Comment tu as accédé à la catégorie Supersport? Du coup, toi, par quelle catégorie t'es passé avant? Tu l'as dit, tu as commencé très jeune, mais du coup, c'était quoi le parcours sur des coupes de marque, alors j'ai commencé ma première saison, c'était le Challenge de l'avenir. C'était une coupe de marque mise en place. Alors ça... En 2014, c'est ça? En 2014, alors j'ai commencé en 2013, c'était sur des Moto 3, c'est les mêmes motos qu'il y a actuellement en European Talent Cup, donc la petite catégorie du championnat du monde junior. Et la deuxième saison, j'ai gagné ce championnat, le Challenge de l'avenir. Et ça m'a permis ensuite, j'ai fait une course du championnat du monde junior Moto 3. Et ensuite, je suis passé en 600 avec Adrien Morias. Qui s'occupait à l'époque de Jérémy Guarnoni et de Loris Baz quand Loris était en Grand Prix. Je l'ai eu en instructeur de stage de pilotage à l'aide-nom, Adrien Morias. J'ai rarement vu un mec qui connaissait, mais il t'expliquait chaque gravier, le passer, chaque bitume. Il connaissait tout parce qu'il n'est pas tendre avec les pilotes. La première saison, il était super dur, mais j'ai appris énormément de choses. Ah, mais il est un pédagogue incroyable. Franchement, il est... Alors après, voilà, c'est un caractère. Voilà, il est pédagogue si tu as du caractère pour lui résister, pas plonger. Mais j'ai appris plein de trucs avec lui. Et du coup, j'ai commencé en 600 en championnat d'Espagne. C'est direct bien passé. Il y avait pas mal de monde qu'on ne connaissait pas encore à l'époque, mais il y avait Augusto Fernandez qui a gagné cette saison-là.
Marcos Ramirez, enfin bon, des pilotes qui sont sur le plateau MotoGP maintenant. Et j'avais fait plusieurs podiums la première saison. Et voilà, et après, la deuxième saison, j'ai eu Corentin Perolari en coéquipier. Et après, du coup, je me suis un peu enterré en championnat d'Espagne où j'ai eu pas mal de blessures qui se sont enchaînées dans des teams espagnols. Encore des blessures. En fait, tu m'as dit tout à l'heure, tu penses peut-être à prendre un gourou carrément. Pourquoi? Non, pas un gourou, mais je vais aller voir un marabout. Un marabout. Tu sais quoi, va voir Travis Pastrana, tu demandes lui comment il a fait pour arrêter de se casser. Et pourquoi tu vas aller voir un marabout? Explique, Ouais. parce qu'en fait, c'est tout le temps, les Ah non, mais blessures, parce c'est que- jamais de ta faute, en parce fait. que ça. juste- Est-ce que tu Justement- passes les mêmes choses ou vraiment tu passes sur. Non, à chaque fois, il y a des blessures. Alors là, c'est une coïncidence parce que du coup, je me suis cassé la deuxième jambe. D'ailleurs, je disais à Rémi une petite anecdote. Du coup, je me suis cassé exactement la même chose, l'autre jambe, il y a 3 ans, sur le championnat de France. Ah ouais. Et en fait, le chirurgien, donc j'ai un clou au niveau du tibia pour ceux qui réalignent et qui mettent la bonne longueur de jambe. En fait, je n'avais pas très bien réaligné le pied, donc je n'avais pas les pieds symétriques. Et du coup, là, vu que je me suis cassé l'autre jambe, j'ai demandé au chirurgien qui me réaligne. Donc là, ce coup-là, cette fois-ci, voilà. c'est bon. Toi qui as eu du positif dans cet accident. pour ce coup, c'est positif. Et voilà, après, pour toutes les blessures, je veux vraiment le faire. Bon, voilà, je suis assez cartésien à la base, je ne crois pas du tout à ce genre de choses. Mais là, j'ai enchaîné. Je me suis cassé les vertèbres en me faisant percuter. L'autre jambe, c'était un accrochage, je me fais percuter, je me casse tibia péroné. Le bassin, je me fais percuter. Et là, cette fois, bon, je tombe tout seul, mais je me fais rouler dessus. Et c'est la moto de celui qui me roule dessus qui me casse tibia péroné. Donc à chaque fois, il y a un tiers dans l'histoire. Alors voilà, bon, j'aimerais bien que ça s'arrête et pouvoir enfin être tranquille et évoluer correctement sans galérer. Ouais, j'imagine. Mais tu sais que pour l'anecdote, toi, t'avais les pieds qui n'étaient pas bien remis comme il faut. Moi, en stunt, je me fais une double fracture de l'avant-bras. Il m'opère et il devait me mettre des plaques, des vis, et ils me le mettent pas. Je fais, mais pourquoi vous n'avez pas plaqué vissé? Non, c'est bon, il n'y avait pas besoin, on a remis le bras. Et je me fais déplâtrer 3 mois après, et le bras était comme un bras oscillant, bras banane. Du coup, on m'appelait le bras banane. J'ai dû me faire recasser le bras pour remettre plaqué vissé pour qu'il soit redroit. Ouais. Et ben, 4 mois après, j'ai repris les entraînements au stunt. Et j'ai dû me faire recasser le bras. Il y a Géo, il est sur le chat, il pourra confirmer. J'ai dû aller à l'hôpital, j'avais le bras qui était nickel. Je suis allé à l'hôpital pour qu'on me casse le bras et pour me le remettre droit. Horrible. C'est toujours sympa ces moments-là. Sous anesthésie quand même. Ah bah oui, non, mais voilà. Est-ce que ça fonctionnait l'anesthésie au moins? Ouais, t'inquiète pas. Il a ouvert la porte, tendu le bras. Allez, bonne soirée. Tu m'étonnes. Bon, en tout cas, toi, en 2021, tu as explosé sur la scène internationale grâce à un événement à Barcelone. Tu étais wildcard. Tu menais la course. Comment tu as vécu ce moment-là? Ça a dû être incroyable. Ouais, alors, bon, faut savoir, je racontais tout à l'heure, j'ai fait le championnat d'Espagne et du coup, j'ai eu la chance de faire une première wildcard à Jerez 2 ans avant cette course de Barcelone. C'est là où je te rends compte pour la première fois que va pas Exactement. avec ton papa. Exactement, et du coup ça c'était, on peut voir à l'image le team dans lequel je roulais en championnat d'Espagne et avec qui ça se passait bien, et du coup on a roulé, on avait prévu de faire cette course de Barcelone. Je m'étais plutôt pas trop mal qualifié, je crois que j'étais 14 ou 15, et en fait on savait que l'année passée il y avait justement Andy Verdoya qui avait gagné la course, qui s'était mis à pleuvoir, et ils avaient stoppé net la course. Nous on n'a pas de flag to flag comme en MotoGP ou autre. On n'a pas de flag to flag où on change de moto, mais on a cette procédure où on peut. Nous, on n'a pas de moto, donc en cas de pluie, si c'est autorisé, on peut passer par la voie des stands et changer de pneu. C'est beaucoup plus long, c'est réglementer le temps de passage par les stands. Et donc, on avait un peu anticipé ça, il faisait super chaud. Il y avait des risques d'averse, et dans le premier tour de la course, il s'est mis à pleuvoir. Et du coup, quasiment tous les pilotes sont rentrés. On avait défini avec le team que tant que j'avais pas box au panneau, je restais dehors. On était 4-5 à rester. Tu nous as fait une Zarco, là. Et quasiment. du coup, c'était un peu le Moi, je peux te le même, refaire. Regardez, c'est Loïc Armel, le bisontin, il est en tête. C'est lui qui mène ici à Barcelone. Il nous refait le coup de Verdoya. Du coup, j'ai fait plus de la moitié de la course en tête. Et voilà, à la fin, ça a séché. J'étais 8 ou 9e et je suis remonté 6. Donc ouais, c'était cool et un peu inespéré venant d'un championnat national comme ça. Pour une première course, mener plus de la moitié de la course, c'était pas trop prévu. T'as dû avoir de l'adrénaline plein le corps. Ça devait être compliqué à gérer. Ouais, sur le moment, quand on est en slick sur le mouillé, on ne pense pas trop à toutes ces choses-là. Tu penses à pas perdre l'avant. On est sur Quand tu arrives à 270 au bout de la ligne droite à Barcelone, en slick avec 10 cm d'eau, tu as d'autres choses à penser que le stress. Donald est copain avec un autre champion.
avec Vincent Philippe. Et ce jour-là, je pense qu'il va y avoir une course d'endurance, probablement les 24 heures du Mans. Et incroyable, Vincent était là, donc du coup, on l'a pris au micro. Parce qu'il est pote, c'est le recordman de victoire en endurance. Il est de titre, et il est venu. Donc lui, il a dit, bah oui, tu le connais d'où, du coup, Vincent Philippe? Vincent, il est de Besançon, donc Ouais. on habite à une demi-heure l'un de l'autre. Et bon, on n'est pas de la même génération, parce que maintenant, il est en retraite, mais il m'a toujours pas mal aidé, et on s'entraînait T'as souvent. de la chance, ensemble, quand donc- même, Mayas plus Vincent Philippe. Ouais. Mais du coup, toi, tu as remporté les 24 heures du Mans, je le disais, en catégorie stock en 2023. Comment tu abordes une course pareille et surtout la victoire, ça doit être un moment Alors, incroyable pour un pilote de moto. Pour moi, bon, celle-ci, c'est sûr que c'est celle qui est le plus ressortie, on va dire, cette victoire en stock aux 24 heures du Mans. Moi, celle qui m'avait le plus marqué, c'était l'année passée, l'année avant cette victoire, où je roulais, j'ai fait mes débuts, en fait, j'ai jamais roulé en 1000 et je roulais qu'en 600 en championnat d'Espagne. Et j'avais de bonnes relations avec la famille Enjolras qui s'occupe du Tati Team. C'est, on va dire, la meilleure équipe privée en endurance actuellement. Et du coup, ils m'ont proposé de faire 4e pilote, donc pilote de réserve. Ouais. Et pour Spa, la course des 24 heures de Spa, le retour à Spa, Bastien Michaels, donc un de leurs 3 pilotes, s'est blessé. Donc moi, je l'ai remplacé. J'étais avec Alan Techer et Greg Leblanc. Et on fait 2e des 24 heures de Spa. Au scratch. Au scratch. Au scratch, deuxième. Recordman des victoires, Greg Leblanc, si je ne me trompe pas. Ouais, aux 24 heures, il est égalité. À il égalité a- avec. Il a failli, Julien Chapeau. il a failli avec failli, Mike mais- Di Meglio. Ouais. C'est horrible, il a Ouais. failli. Deuxième au C'est scratch, Ramos qui est incroyable. tombé. Ouais. Mais deuxième au scratch Spa, mais le Mans, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Non, le Mans, gagner le podium du Mans, l'ambiance du Mans, c'est sûr que c'est vraiment particulier. Mais sportivement parlant, pour moi, j'avais déjà plus d'expérience, on va dire, alors que pour Spa, c'était la découverte. Ils Total. m'ont appelé une semaine avant, j'avais quasiment jamais roulé sur la 1000, je me retrouve là et sur le Spa, podium c'est du général. le circuit, quoi. J'avais jamais Oui, roulé là, à c'est le Spa. circuit le plus beau. Mais les 24, quoi. Ouais. Mais c'est 24 heures aussi. Hein, Oui, je sais, mais Spa, c'est le plus beau circuit. Les 24 C'est heures au du Mans. scratch, il est deuxième au scratch, il te le dit. Ouais, te rends non, compte non, c'est dans les deux cas, pour les deux courses, c'était de super souvenirs. Et pour ce qui était pas mal aussi pour la victoire aux 24 heures du Mans, c'est que, pour l'anecdote, c'est que c'était la première course de l'équipe. C'était un tout nouveau programme que BMW souhaitait mettre en place. Il y avait la 37 en EWC, la moto officielle, et ils voulaient avoir aussi une moto support en super stock, dans la catégorie super stock. Donc c'était cool, il y avait pas mal d'attentes, tout était nouveau, et que ça se goupille bien et qu'on gagne la première course directement comme ça, c'était vraiment l'euphorie pour tout le monde. Donc ça, c'était un bon souvenir. J'ai découvert les 24 heures moto cette année, moi. En y allant, du coup, pour couvrir l'événement, c'était incroyable. T'avais pris ton parapluie. Ouais, bah oui, heureusement. ouais. Cette année, Là, heureusement. cette année, t'as pas dû être Même lui, il déçu. est allé en slick Ah, sur mais les surtout, baskets. surtout, c'était la course du siècle cette année. Hein. 70 000 chutes, ceux qui étaient en tête pendant toute La la course. Kawa. Ouais, Et Incroyable. justement, c'était incroyable. là, ce qui a fait basculer cette course, à la différence de Loïc, c'est un troisième pilote qui ne devait pas rouler. Si je ne me trompe pas, c'est Ramos, hein, qui était là, Roman Ramos, un jour à Imola, tiens, justement. Randy Le Pugnay, qui en suit pas, il me dit, mais c'est qui ce Ramos là? Ben là, je pense qu'ils sont tous saoulés. Et c'est horrible. Ouais, c'est horrible. Plus pour Greg Leblanc que Mike Di Meglio, parce que depuis le temps qu'il attend cette victoire du Ouais, record. pour Greg, après, honnêtement, Ramos, c'est lui qui tombe, mais moi, je le connais pas mal parce que du coup, ces années où je faisais le championnat d'Espagne, c'est lui qui gagne en Superbike en championnat d'Espagne. C'est un bon pilote, hein. Bien sûr. Il a vite Et, compris, Randy, que c'était un bon pilote à Imola. C'est sûr. Et là, pour le coup, pour cette course de 24, bon, c'est lui qui fait l'erreur de tomber. Mais avant ça, il fait 2 relais incroyables. Il fait 2 relais super vite où il y avait la pression. Surtout les conditions, c'était très très dur. Puis en plus, Greg Leblanc, il avait dit que s'il gagnait ses 24 du Mans à ce moment-là, il prenait sa retraite derrière. Bon, bah là, il va repartir sur les bonnes positions. Un objectif pour toi de faire une belle carrière dans l'endurance? Alors, cette année, justement, tu me demandais tout à l'heure si je faisais dans l'endurance. C'est pas le cas. J'ai pris cette décision. C'est Lucas qui m'a aussi vraiment conseillé dans cette direction. Parce que la Super Sport, donc on n'a pas du tout d'électronique. C'est vraiment des motos avec un pilotage différent de la catégorie Superbike. Et je découvre le championnat du monde Super Sport. Le niveau est vraiment très très élevé. Ça te demande énormément d'implication. Et pour moi, faire ce double programme, enfin en tout cas, Lucas m'a déconseillé de le faire parce que faire des courses 24 heures, on va dire à 95%, parce que voilà, on ne peut pas avoir l'engagement d'une course de vitesse pendant 9 relais d'1 heure. C'est contre-productif, on va dire, pour la saison mondiale Super Sport. Donc moi, voilà, je voulais vraiment mettre ce focus là-dessus. Et viser peut-être le Moto 2? Ouais,
Pour le moment, déjà, que tout s'imbrique, faire évoluer aussi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un nouveau programme, un nouveau projet pour l'équipe. Flembo, c'est aussi grâce à eux que j'ai cette opportunité d'intégrer ce championnat. Donc, c'est un package, qu'on évolue tous ensemble. Je découvrais, moi, mon objectif avant cette blessure, je savais que le début de saison allait être, entre guillemets, compliqué parce que c'était l'Australie, ACN, Portimao, c'était tous des circuits sur lesquels je n'avais jamais roulé. Et on va dire la deuxième partie de saison avec Manicourt et les circuits espagnols, c'était plutôt plus familier pour moi. Donc voilà, l'idée c'était vraiment d'évoluer tout ce début de saison pour pouvoir vraiment être performant en fin de saison. Bon, il y a eu cette blessure à Seine malheureusement, mais je reste quand même voilà, dans cette idée. J'espère qu'ils vont faire évoluer sans moi la moto pendant mon absence et puis que je vais retrouver un bon package. Je vais pouvoir faire des belles courses fin de saison. On aura Manicourt, Aragon, Gérès, c'est des circuits que je connais bien. Donc en fait, tu fais Cabreton, Manicourt, Aragon. Il a juste pris des vacances entre les deux pour se reposer. Tu as fait beaucoup de podiums en Supersport et l'an passé, tu passes en FSBK. Ouais. Tu as décroché le titre de champion de France Challenger, ça t'a ouvert des portes. Comment tu l'as vécu ce moment ? Alors franchement c'était super, c'était l'objectif de début de saison. L'an dernier, on a eu un peu de déboire en endurance parce que en 2023 du coup on gagne cette course de 24 heures au Mans pour la première course du programme avec Tecmas et BMW. Et suite à cela, on a eu vraiment pas mal on a fait quasiment toutes les pôles. On était super performants, mais on a eu pas mal de problèmes techniques, on ne finissait pas les courses. Et donc voilà, ce programme endurance, il a débouché sur 2024 avec le programme vitesse aussi avec Tecmas. Donc ça, c'était plutôt cool de pouvoir avoir la même équipe en vitesse et en endurance. J'avais Kenny Forêt en coéquipier, donc pareil, ça m'a beaucoup appris, il a beaucoup d'expérience. Et voilà, avoir ce titre de champion de France. Moi en Challenger, Kenny au général, c'était l'objectif du team. On gagne les deux catégories, donc voilà, quand tout se passe bien comme ça, il n'y avait pas de... C'est une bonne saison et on garde de bons souvenirs. Donc, t'es le coéquipier idéal, en fait. Ouais. T'es gentil, t'es sympa. Parce que je pense que Kenny, c'est quelqu'un qui est pédagogue, aussi, il t'aide beaucoup aussi. Kenny voilà, aussi, alors t'as Vincent-Philippe Kittel, Lucas Mayas, Kenny Forêt. Ça y va, là. Ouais, non, après, franchement, Kenny, il a été top sur ça. C'est sûr que... Parce que tu pourrais tomber sur des coéquipiers qui sont des égaux, qui ne te font pas de cadeaux. J'aimerais un peu moins être coéquipier de Lucas sur une saison de vitesse, parce que je pense qu'il est un peu plus dur avec ses coéquipiers. Mais tu nous parles de coéquipier, mais elle est comment cette MV Agusta ? Alors moi, je pense que c'est une très bonne moto. Enfin, c'est certain, la preuve, elle gagne des courses avec Baume Stender, mais c'est une moto... gagnait des courses. Alors, elle n'a pas gagné à Most, mais elle a gagné des courses cette année avec... dans le team officiel. Il glisse au classement. Tu crois qu'il va pas être champion ? Il reste encore pas mal de... C'est trop tôt pour le dire. Après, c'est sûr. Maintenant, ils ont Bastia dans les pattes, qui arrive des Grands Prix, qui ne connaissait pas les circuits, qui a bien progressé. Ouais, après, Manzi ne fait pas non plus un week-end incroyable. Donc... Mais c'est lui qui va être champion du monde, Manzi. On verra à la fin de l'année. Mais elle te plaît, cette moto ? Il parle tout de suite de performance des classements, mais la moto. Elle me plaît. Maintenant, c'est sûr que c'est vraiment différent. Moi, je reviens aussi de plus d'une saison, du coup, à faire que de la 1000. Ah oui. Donc, ce que je disais, cet hiver, au final, on a très peu roulé. Pareil, il faut souligner que j'ai fait pas mal de podiums en championnat de France, Supersport. Mais j'étais devant en championnat de France. Mais là, le mondial, c'est vraiment un step au-dessus. On le sous-estime, je pense, vraiment, quand on vient d'un championnat national. On se compare sur les circuits qu'on connaît, à Manicourt ou avec d'autres références. On se dit, voilà, le mondial, en finale, c'est accessible, entre guillemets. Et performer en championnat du monde, c'est vraiment exigeant parce que nous, on a un programme sur le week-end qui est vraiment complexe. On arrive, on a 40 minutes de FP1, donc d'essai libre, 40 minutes de qualif, et après, les warm-up et les courses. Donc, au final, moi, par exemple, je prends l'exemple de la Seine où j'avais jamais roulé. On arrive, on fait, on va dire, on fait 25 tours le vendredi et après c'est les courses. Ouais. Donc c'est super difficile, comme là dans mon cas de figure, sur un nouveau projet comme ça, avec une nouvelle moto, un staff tout nouveau, de tout mettre bout à bout et d'être au niveau de pilotes qui viennent des Grands Prix et dans des équipes qui sont là depuis 15 ans. Maintenant, c'est sûr que pour répondre à ta question, la MV Agusta, je pense que c'est vraiment une bonne moto. C'est une vraie moto de course, je pense, qui est plus complexe à régler, à mettre au point. J'ai pas mal d'expérience sur l'R6 avant. C'est sûr que l'R6, je pense que c'est une moto, on va dire, plus conventionnelle, mais ça reste vraiment une très bonne moto. Ce sera ma dernière question. Du coup, tu parlais d'Assen. En avril dernier, tu as été victime d'un gros accident en course, la première course.
Tu peux nous raconter ce qui s'est passé et les étapes maintenant de ton rétablissement? Ce qui s'est passé, c'est ce qu'on m'a décrit, parce que du coup, moi, j'ai perdu connaissance, je me rappelle d'absolument rien. Mon dernier souvenir, c'est sur la grille derrière Rinaldi. Donc, ce qui s'est passé, au vu des images, c'est que je suis tombé dans le premier tour, dans le 3e virage, et que je me suis fait accrocher par le pilote qui arrivait derrière. Et il faut faire l'anecdote au complet. Il faut dire que tu as embarqué à l'hôpital aux Pays-Bas, tu as embarqué les béquilles. Ouais, j'ai volé les béquilles. Je me demandais ce que tu allais faire. Ouais, moi aussi. Ouais. Bah, du coup, t'as un accident à la Seine, t'es sur la grille, dernier souvenir, et après, tu sais plus ce qui s'est passé. Ouais, non, après, je me rappelle de rien. Et en fait, je suis tombé dans le premier tour, je me suis fait accrocher par celui qui arrivait derrière moi, et sa moto, en tombant, m'a cassé la jambe, en fait. Du coup, m'a cassé tibia péroné. Donc, le processus après de la récupération, c'est l'opération déjà, pour fixer, parce que j'avais tibia péroné cassé. Sur les photos, j'ai le pied complètement à l'envers. Donc j'ai un clou centromédulaire, c'est exactement ce que j'avais vu à l'autre jambe. On met une tige au niveau qui rentre par le genou jusqu'à la cheville pour tout remettre en place. Et puis après, c'est la rééducation. Donc là, je suis encore dans le processus où je peux pas poser le pied. C'est là un peu le plus chiant parce que on fond musculairement. C'est beaucoup d'entraînement et de travail, on va dire, un peu gâché. C'est dur d'accepter ça parce qu'on travaille tout l'hiver, beaucoup de préparation physique et d'entraînement sur la moto. Et là, on n'a pas le droit de poser le pied, on voit les muscles fondre jour après jour. C'est dur, ouais. C'est dur, donc voilà. Mais après, le processus, c'est petit à petit la reprise d'appui. Et puis, je vais refaire un séjour. Ce que tu connais déjà, maintenant, j'ai une carte tout est fait pour que tu récupères dans les meilleures conditions. C'est sensationnel, le CERS. J'ai une carte de fidélité maintenant là-bas. Et non, Cap-Breton, c'est top. C'est un centre vraiment réservé, dédié aux sportifs, et c'est vraiment intensif pour pouvoir récupérer au plus vite. Très bien. En tout cas, Loïc, on te souhaite un bon rétablissement. Merci. Retour à Manicourt, on l'espère, comme tu le disais en début d'émission. On croise les doigts. On croise les doigts. Remets-toi bien. Merci d'être venu nous voir sur RS. Alexandre, kiffe bien à Monaco. Tu vas faire quoi là-bas? Travailler avec l'Automobile Club de Monaco, du coup, dans la création de contenu, ainsi de suite. Et l'année dernière, j'avais vu une victoire de Charles Leclerc, l'année dernière. Pile devant mes yeux, victoire de Charles Leclerc. Tu le ramènes là? Peut-être. Non, il n'y a pas de peut-être. Allez, on fait ça. Mon agenda, j'espère qu'il retrouvera le sourire, surtout. Ouais, j'espère aussi. Bon, alors, P1, Charles Leclerc, puis quand il est content, tu dis, tu viendrais, c'est très sympa. parié sur Hamilton. Parié sur Hamilton, moi. Ouais, non, mais lui, t'as parié sur Charles. Moi, je parle de Charles à chaque fois, donc c'est bon, ça passera. Charles, quand tu veux. Bon, très bien, merci Alexandre. Kiffe bien là-bas. On se retrouve avec grand plaisir une autre fois, mais c'est vrai que ton expertise, elle fait plaisir à voir et à entendre surtout. Merci Rémi. Tu peux enlever la béquille, hein, elle servira plus à rien. Moi, il y a un moment, tu as dit que tu voulais tout mettre bout à bout. C'est peut-être pour ça que tu vas prendre un marabout. Voilà, on verra. C'est sur ces mots que nous nous quittons. Merci de nous avoir suivis. Merci Loïc. Tu es un très très bon pilote. On espère que ça allait mieux pour toi et on te souhaite beaucoup de titres à venir. Tu reviens ici quand tu veux, évidemment. C'est sympa, merci à vous. Avec grand plaisir. Si vous avez le mot, une petite MV Agusta qui traîne, je m'en occuperai avec plaisir. Voilà, à bientôt, à la semaine prochaine. C'était RS. On se retrouve lundi prochain à 19h cette fois. Ciao, ciao. Don't you go. You make my every cell flow, my every breath slow and calm. Yeah, that's how you make me feel